tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'APEC Live avec un thème inédit cette semaine, devenir entrepreneur ou plus largement, comme l'a écrit Benoît sur notre flyer, création d'entreprise. Pour m'accompagner dans cet APEC Live, deux collègues nouvelles, enfin que vous n'avez jamais vues sur nos chats, deux collègues qui ont contribué activement à la création du nouveau service APEC Devenir Entrepreneur. Dans l'ordre, Caroline Fernandez et Christelle Soroche. Dites bonjour à nos auditeurs. Bonjour. Bonjour les auditeurs. Alors, quelques chiffres pour démarrer. 60% des cadres qui viennent nous voir en rendez-vous avec un projet, une envie de création d'entreprise, 60% des cadres sont des gens en activité. Donc, en poste, avec un projet d'une étape ultérieure dans leur parcours professionnel qui serait la création d'entreprise. Et puis un chiffre national, celui-là, 83% des entreprises créées en France sont des entreprises unipersonnelles. Quel que soit le statut, parce qu'il y en a plusieurs, mais ce sont donc des créateurs qui seront seuls dans leur projet de création d'entreprise. Alors on va essayer avec Caroline, avec Christelle, de voir quelles sont les compétences nécessaires pour se lancer dans un projet de création, de voir également les étapes du projet. Et je vais démarrer avec Christelle dans un premier temps. Caroline, on se dit à tout à l'heure ? À tout à l'heure. Alors, Christelle, peut-on dégager des grands profils de créateurs d'entreprises ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des grands profils ? Moi, je ne te parlerai pas de profil, mais plutôt de typologie de motivation par rapport aux personnes que je rencontre et qui poussent la porte de mon bureau. Nous allons avoir des entrepreneurs qui vont être dotés de motivation qu'on va appeler push, c'est-à-dire que ces personnes vont entreprendre dans une suite logique de leur désir d'indépendance. On va avoir ici des profils pour lesquels la compétence est déjà exprimée dans l'entreprise. On va parler ici de compétences intrapreneuriales ou encore des jeunes diplômés avec un niveau de formation initiale conséquent, supérieur, qui ne se retrouvent pas dans les propositions de poste en tant que salariés, qu'ils considèrent comme étant trop étroits par rapport à leurs envies. Puis nous avons des profils dotés de motivation qu'on va appeler des motivations push, dont ici l'objectif est de donner du sens finalement à leur travail en initiant un changement économique, un changement culturel. Je pense ici à une cadre que j'ai accompagnée, Odile, qui a souhaité développer son territoire en créant une activité solidaire dans une bourgade située pas très très loin d'une métropole de Bordeaux. D'accord. Ou encore des profils seniors qui sont face à des difficultés pour retrouver un emploi, à ce marché du travail un peu tendu, qui font choix à un instant de leur parcours de s'installer à leur propre compte pour créer une opportunité d'emploi en lien avec leur cœur de métier ou leur expertise. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que du coup, il y a des motivations positives à la création d'entreprise et puis des motivations qui seraient négatives, je ne trouve pas de job, donc je crée ? Alors, des motivations positives, évidemment. Je ne parlerai pas ici de motivation négative, je parlerai plutôt de motivation réactionnelle, dont l'objectif va être de créer un environnement qui sera ajusté et finalement à leur taille, qui leur permettent de trouver du sens et parfois aussi de l'alignement, de la congruence par rapport au projet. Ce que j'observe véritablement, c'est cette notion de dissonance entre ce que propose le marché, l'entreprise et leurs propres aspirations individuelles. Et alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des compétences entrepreneuriales ? Si j'ai toujours été salarié ou si je suis jeune diplômé, c'est quoi ces compétences entrepreneuriales ? Alors, c'est hyper difficile de modéliser cette notion de compétence entrepreneuriale. Il y a deux chercheurs dans les années 2007 qui ont défini un profil, ou plus précisément les prérequis liés au métier d'entrepreneur, sachant que l'on devient également entrepreneur par l'action. Donc le fait de se mettre en mouvement, tester et de mettre un pied dedans permet d'acquérir aussi des compétences. Tu peux rapidement brosser ces grandes compétences entrepreneuriales ? Alors, je vais te parler de la compétence
du concepteur stratège. Ce concepteur stratège qui aura pour objectif d'imaginer des opportunités d'affaires, des compétences en chefferie de projet également, dont l'objectif ici sera de structurer les étapes, les démarches, des compétences en marketing, des compétences commerciales, des compétences administratives et plus spécifiquement des compétences en communication dans la logique de développement de réseaux d'influence et de partenaires. Bon, alors si j'ai bien tout compté, on est à peu près à 8 grands champs de compétences. C'est ça. Ok, j'aurai jamais toutes les compétences. Est-ce que finalement, il y en a une, deux qui sont des compétences, si je les ai pas, c'est pas la peine de démarrer? Personne n'a la totalité de ces compétences-là. Je suis rassurée. Ce qu'il est important de définir, ce sont ses propres compétences, quels sont ses domaines de prédilection. Mais ce que j'observe dans les accompagnements, c'est qu'il y en a quand même deux qui sont significatives, à savoir la compétence commerciale. Il faut apprendre à parler de soi, d'où la nécessité de travailler sur le pitch, voire même le storytelling, mais également la compétence en gestion de projet. Ok, et tout ça, ça s'improvise pas nécessairement. Et finalement, est-ce que rapidement, tu peux me dire à ce niveau, voilà, de la réflexion, un consultant APEC avec moi qui a envie de créer une entreprise, on va faire quoi ensemble? L'objectif prioritaire, c'est d'amener la personne à exprimer ses envies, ses aspirations, qu'est-ce qui la pousse à agir et à vouloir créer une entité. En tout cas, ce préalable peut être nécessaire et il est totalement en lien avec notre cœur de métier APEC, qui est en soi la sécurisation des parcours professionnels. Donc notre job, finalement, c'est d'accompagner l'entrepreneur vers ce nouveau métier qui est de porter ce projet entrepreneurial et de le rendre réel. Mais finalement, tous les consultants APEC savent faire ça avec des cadres? Alors, on peut dire que la démarche en soi suppose des compétences présentes chez tous les consultants, mais l'accompagnement des porteurs de projets s'appuie sur des compétences spécifiques liées à cette logique de test, d'accompagnement, de compétences entrepreneuriales, quelles sont ses envies, comment les pousser. Voilà, je t'en parlerai pendant des heures, mais j'ai peur qu'on soit un peu courte. Ok, alors, une fois que j'ai déterminé tout ça, et puis j'ai une bonne idée, je sais ce que je veux faire, tu m'as aidé parce que en tant que consultante, voilà, on a brossé tout ça, on a identifié mes grands champs de compétences, on a identifié peut-être aussi les compétences qu'il faudra que j'aille chercher, soit chez d'autres, soit que j'acquière avant. Et maintenant, mon idée, je veux la mettre en action. Et pour ça, je crois que l'APEC continue d'accompagner les porteurs de projets. Et pour ça, je vais demander à Caroline de nous rejoindre pour discuter justement de cette mise en action. De cette deuxième partie. Alors, Caroline, merci. Donc moi, ça y est, je l'ai trouvé, ma bonne idée. Et j'en fais quoi? Alors déjà tu vas la détailler, ça c'est indispensable. Mais souvent, ça je l'ai déjà fait, j'ai déjà écrit, j'en ai parlé j'ai souvent les cadres qui arrivent avec un carnet rempli. Le truc c'est, on parlait justement de la compétence de gestion de projet. Là il va falloir vraiment devenir vraiment chef de projet. Les chefs de projet ils savent tous, hein, il faut détailler un cahier des charges. Plus le cahier des charges est détaillé, plus on se rend compte de l'ampleur de la charge à mener, notamment de sa to-do list. Donc moi ce que je conseille toujours c'est de détailler parce que voilà, on va se poser les questions simples, hein. Qu'est-ce que je propose en termes de produits ou de services, parce que souvent quand j'interroge les cadres, ils me font j'ai une super idée, et puis dès qu'on commence à creuser, en fait il y a 1, 2, 3 idées, en fait il y en a plusieurs dans cette idée-là. Et puis la deuxième étape, ça va être à quel client, auprès de qui je vais m'adresser. Est-ce que je veux m'adresser auprès des entreprises ou est-ce que je veux m'adresser auprès des consommateurs, enfin des personnes, des individus. Et dans ce cas-là, c'est se poser la question à quels besoins sont-ils confrontés et comment mon ou mes produits ou services vont répondre à ce besoin. Ça peut être une deuxième type de question. La troisième question, ça peut être aussi quel partenariat je peux envisager. Parce on disait tout à l'heure, un entrepreneur c'est multi-compétences. On peut très bien avoir plein de forces, être un super marketeur, un super producteur, mais on peut avoir des difficultés à vendre. Et là, on peut se poser la
question, finalement, qui pourrait m'aider à vendre, qui pourrait m'aider à distribuer, et quel partenaire pourrait du coup envisager même mon offre comme une offre complémentaire de la sienne, et moi ça m'éviterait de devoir gérer la partie distribution. Voilà. Ah oui, je l'ai dit au début, 83% de création d'entreprises unipersonnelles, donc ils sont tout seuls, ces chefs d'entreprise. Mais tu es en train de nous expliquer là que même si on veut créer un service ou un produit qu'on distribuera seul ou qu'on portera seul, on n'est jamais seul dans un projet de création d'entreprise. Il faut éviter dans la mesure du possible, parce que sinon, comment pallier justement à cette difficulté de ne pas avoir toutes les compétences? Nous, c'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on a imaginé avec Christelle qui est juste derrière là. Nous, on s'est dit, on va fabriquer un atelier en intelligence collective, justement pour permettre à 6 entrepreneurs, dans un atelier qui s'appelle Détailler votre idée. C'est un atelier qui permet à 6 entrepreneurs qui passent toute la journée ensemble à se poser différentes questions, des questions qu'on vient d'évoquer, mais bien d'autres encore. Et forcément, si c'est 6 entrepreneurs, c'est 6 personnes avec des passés différents, avec des compétences différentes, avec des expériences professionnelles différentes. Et ce qu'on voit en atelier, c'est ça qui est génial, c'est que chacun va nourrir, alimenter le projet de chaque porteur. Ils ressortent avec quantité d'idées, quantité de propositions, et du coup ils ressortent armés avec un projet qui est beaucoup plus détaillé derrière. Donc ça, c'est ce qu'on a imaginé. Et Mégane, je me souviens de Mégane qui est passée dans cet atelier, qui est arrivée avec une idée de distribution je peux pas vraiment en parler dans le détail parce que la confidentialité fait que, mais en tout cas, elle avait une idée de distribuer des produits alimentaires sous une certaine forme. Et en fait, il se trouve qu'elle avait du bol. C'est souvent comme ça, il n'y a jamais de hasard. Ouais. On avait un commercial, on avait quelqu'un qui avait fait de la distribution, et du coup, ils lui ont fait toucher du doigt des sujets vraiment de fond sur la partie chaîne alimentaire. Il va falloir que tu stockes, il va falloir que tu transportes, il faut que tu négocies avec les fournisseurs, tu vas devenir une vraie distributrice, donc du coup il faut négocier des marges, comment tu vas faire tes revenus, etc. Et du coup elle est repartie avec une to-do list encore plus longue, mais elle était très contente parce qu'elle a touché du doigt un nouveau métier, et elle s'est aperçue qu'elle avait une enquête métier à faire derrière, beaucoup plus poussée que ce qu'elle n'imaginait. C'est ça, finalement, l'enquête métier dont on parle beaucoup et qu'on amène les cadres en recherche sur un projet salarial à mettre en œuvre pour aller découvrir secteur, fonction. Cette enquête métier, elle a aussi sa place dans un projet entrepreneurial. Complètement. Ce qu'on dit toujours, c'est que quand on fait partie du secteur d'origine de son idée de professionnel, c'est très simple finalement parce qu'on est en lien avec l'écosystème, de son écosystème. On connaît des fournisseurs, on connaît les acteurs de cet écosystème. Quand on découvre un secteur, là comme cette personne qui ne venait pas de ce secteur de l'alimentaire, elle avait tout à découvrir, donc elle avait du coup à comprendre quels étaient les codes de ce secteur, quel était son écosystème cible, et à partir de là faire une enquête pour mieux comprendre quelles sont les règles du jeu dans ce secteur-là. Ok, alors j'ai mon projet, j'ai mes to-do list, j'ai fait mes enquêtes métiers, j'ai participé à l'atelier qui m'a permis de commencer à identifier un nouveau réseau finalement, parce qu'on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam quand on est entré le matin dans cette salle, et pendant 8 heures on a bossé ensemble, donc on a créé un premier réseau. Ok, et maintenant je suis prête à créer? Non, pas encore. Comment ça? Alors c'est quoi la nouvelle étape? C'est marrant parce que tu réagis vraiment comme les gens qu'on accompagne. Alors c'est maintenant les statuts? Non, c'est pas maintenant les statuts. Il y a une notion qui est très intéressante et que nous on pousse, et c'est comme ça qu'on a conçu le service, c'est qu'une fois qu'on a bien détaillé son projet, c'est un petit peu comme je suis chef de projet, j'ai super bien détaillé mon idée dans un cahier des charges, ça en fait pas une réalité, c'est toujours un concept, et donc nous on pousse vraiment, surtout quand c'est un service, testez votre service, testez-le avec les moyens du bord. Au moins, ça vous permettra déjà de noter pas mal de choses. Moi, je pense à Charlotte. Charlotte qui avait un super projet, qui était passée dans détailler votre projet. Et son étape suivante, je l'ai poussée, je voulais vraiment qu'elle aille jusqu'au bout. Elle proposait un service qui pouvait se faire en after work. Alors, toujours, je ne peux rien dire, mais en l'occurrence, elle a eu une idée. C'est de le tester grandeur nature avec 8 personnes. Là où c'était très intéressant, c'est qu'elle a détaillé les différentes étapes de son service. Donc là, concrètement, ça ressemble à quoi mon service? Comment je vais faire le jour JRH? Elle s'est posé toutes les questions logistiques. Elle avait du matériel à acheter. Elle a acheté du matériel bon marché, mais là, l'idée, c'était vraiment de tester avec les moyens du bord. Elle a transporté ce matériel qui était fragile. Il fallait qu'elle trouve une solution. Elle a trouvé un local. Et puis ensuite,
ensuite, elle s'est posé la question, mais qui je vais inviter à cette histoire? Et là, elle a à ce test. Et là, c'était très marrant. Elle a eu une super bonne idée. Elle s'est dit, eh bien, les gens que je vais inviter, puisqu'elle avait participé à détailler son projet, donc elle avait déjà vu l'intérêt de se faire aider par des gens à multi-compétences. Elle s'est dit, le secteur, elle le connaissait très très bien, elle en était issue. Elle a dit, je vais faire venir des espèces d'un futur ambassadeur. Je vais créer finalement une espèce de comité de création ad hoc avec toutes les personnes qui ont des postes clés par rapport à mon futur projet. Donc elle a invité un commercial, elle a invité quelqu'un de la communication, un journaliste, elle a invité quelqu'un du marketing, et toutes ces personnes-là qui avaient aussi un très beau carnet d'adresses ont testé son service et ont vécu son service. Donc ils lui ont fait un retour d'expérience, ils lui ont fait un retour sur ce qu'ils avaient vécu, comment ils le sentaient, et surtout elle a pris rendez-vous avec eux et elle leur a demandé des conseils, comment elle pourrait faire en termes de communication, comment elle pourrait faire pour vendre son service, comment elle pourrait s'associer avec quel type de partenaire, etc. Ce qui fait qu'elle a vraiment donné du corps à son service. Et puis moi j'ai fait aussi ce travail de retour d'expérience où je lui ai dit, alors, heureuse, parce que c'est vraiment le sujet, c'est quand on crée un métier comme ça sur mesure, c'est de se dire, est-ce que vraiment il est fait pour moi, ou est-ce qu'il y a des aspects que je découvre en chemin et finalement c'est pas tout à fait fait pour moi. Donc elle a validé son projet en tant que tel, elle a identifié tout ce qui lui restait à faire, et là l'étape suivante, c'est d'intégrer un incubateur. Là c'est là que l'APEC il y a une question en ligne. L'APEC s'arrête. Nous, on va jusqu'à ce moment-là. Est-ce qu'elle est prête ou pas? Et elle va intégrer en fait pour intégrer un incubateur aujourd'hui, il faut passer l'étape du pitch, de la présentation de son projet. Ouais. Et donc, dans notre offre de service que nous avons conçue, c'est justement tester votre pitch à la manière The Voice, donc avec les jurys qui sont retournés. Tout ça dans la bienveillance, parce que The Voice, c'est pas forcément fait dans la bienveillance, c'est ce que nous garantissons. Et puis, du coup, ça va être l'occasion pour elle de tester son pitch, et puis de pouvoir prétexter et de rentrer dans un incubateur. Alors, il y a une question apparemment. Alors il y a une question de Mercalme qui nous dit je suis jeune diplômée, biologiste de formation, et jusqu'à présent je n'ai pas trouvé un emploi. Oui, mais Mercalme, quelle est la question? Est-ce que du coup, face à un marché compliqué, vous envisagez une création d'activité? Et si oui, jeune diplômé, là on est plutôt parti sur des profils de personnes qui sont expérimentées, qui ont déjà un passé pro, voilà. Est-ce que les jeunes diplômés aujourd'hui, ils ont leur place toute leur place dans un projet de création d'entreprise? Alors moi, j'en rencontre très peu aujourd'hui en situation. Est-ce que toi, tu en rencontres, Christelle, de ton côté? Assez peu aussi par rapport à nos publics. Christelle, reviens parmi nous. Donc oui, il y a assez peu de profils jeunes diplômés au regard de nos publics qui vont être accompagnés par souvent d'autres prestataires de l'écosystème avec des dispositifs spécifiques. Maintenant, les JD aujourd'hui sont en recherche de sens, et on expliquait tout à l'heure, leur volonté c'est de créer un environnement de travail à leur propre mesure. Donc nous pouvons en accueillir évidemment avec plaisir. Donc Mercalme, bienvenue. Un clic sur APEC FR, sur les services APEC et sur le service Devenir entrepreneur. Demande de rendez-vous, et je crois que c'est en face à face avec un consultant que vous pourrez voir téléphone, que vous pourrez vraiment discuter de votre situation aujourd'hui au regard de la recherche d'emploi, d'idées éventuelles autour de challenger des idées de création d'une activité. Voilà, l'APEC est ouverte à ça, et on vous accueille bien volontiers pour ça. Donc nous, on était dans notre phase de test qui a bien fonctionné, dans un pitch qui se prépare. Il y a aussi un atelier pour le tester, parce qu'un pitch, il est toujours bien devant sa glace, et puis face à un public, c'est plus compliqué. Donc The Voice, ça nous met un peu les tripes, ça met la pression. Ça met la pression, ouais. Ça met la pression, mais ce qui est intéressant avec
avec cet atelier, c'est que les personnes repartent avec vraiment que des conseils positifs et constructifs. Ça, c'est des choses sur lesquelles on insiste vraiment, à la fois sur l'aspect posture, comment vous me percevez en termes de posture, mais aussi dans la voix. Est-ce que j'ai la voix qui porte bien? Est-ce qu'on comprend bien ce que je dis? Est-ce que le fond est bien construit? Est-ce que vous me comprenez ou pas? Alors ça a l'air de rien, mais souvent, ne serait-ce que dans détailler votre idée, où l'idée est beaucoup moins mature, souvent, enfin je me tourne vers toi, mais c'est très marrant, les gens ont l'impression que c'est très clair, et en fait, on ne comprend pas forcément tous les tenants et aboutissants. Donc du coup, c'est assez intéressant de pouvoir avoir cet atelier où finalement, on teste grandeur nature son pitch et savoir vérifier si finalement toutes les informations qui sont présentes dans le pitch sont nécessaires et suffisantes, ou s'il manque des choses. Et s'il manque pas de choses, est-ce que finalement je me suis tellement concentrée sur le contenu qu'au niveau de la posture, je suis plutôt voûtée, je porte pas mon projet. On dit souvent, les business angels, quand ils décident, ils choisissent une équipe, mais ils choisissent aussi des hommes. Donc ça veut dire aussi qu'il va falloir changer de posture, hein. On n'est plus le salarié, on n'est plus l'étudiant, on devient le créateur d'entreprise, celui qui va donner envie de le suivre, de l'accompagner, de le soutenir. Et donc pour ça, il faut aussi travailler sur tous ces éléments qui sont de prise de parole et plein de choses. Ouais, voilà. Alors après, dans le cas de Charlotte, tu parlais d'incubateur. Ouais. On est bien d'accord que l'incubateur, c'est pas le métier de l'APEC. Non. Hein, et donc nous, à ce moment-là, Charlotte, elle sera préparée, elle sera alors moi, je suis sur lancée. Je suis sur la région parisienne, alors j'ai aussi un marché de l'incubateur qui est extrêmement important, hein. Il y a 300 incubateurs sur la région parisienne, donc c'est là où c'est intéressant de bien regarder les incubateurs qui peuvent l'aider. Charlotte, elle n'est pas dans l'alimentaire, mais je parlais de Mégane tout à l'heure qui était dans l'alimentaire. Typiquement, il y a des incubateurs autour de tous les nouveaux produits, il y a des choses qui sont à Rungis et puis sur Paris aussi, donc ça peut être intéressant pour eux de regarder, parce que ces personnes-là vont leur permettre de rencontrer des gens de l'écosystème, d'augmenter leur réseau, parce que ça c'est capital pour développer son image de marque et puis ses partenaires, et puis ils vont leur offrir aussi des formations sur justement les techniques commerciales dans ce secteur. Je continue sur le secteur alimentaire. En l'occurrence, il y a un incubateur qui est intégré directement à Rungis, donc ça permet aussi de découvrir comment ça fonctionne à Rungis. Alors, j'ai pas d'action par rapport à l'incubateur à Rungis, mais voilà, c'est des exemples. Il y a des incubateurs sur le high-tech, il y a des incubateurs sur le développement durable. Ça, c'est des choses qu'il faut regarder de près pour voir auprès de quel investisseur on va vous présenter, et vous allez pouvoir faire un pitch dans l'incubateur même. Ok, alors merci mesdames. Ce que je comprends de ce que vous avez travaillé, de ce que vous avez imaginé, construit avec Gwenaëlle qui est là-bas derrière la caméra du service marketing, vous avez imaginé un service ou des services autour de cette question de devenir entrepreneur qui sont à la fois individuels, au téléphone, en face à face, des services collectifs. Moi je peux avoir un peu peur du collectif parce que mon idée elle est super originale, j'ai pas envie qu'on me la pique. Voilà, qu'est-ce qui dans un groupe va me garantir la confidentialité? Alors la confidentialité en soi ne peut pas être garantie, mais en revanche on sait très bien que la réussite dans le projet entrepreneurial va tenir autant dans son porteur que dans l'idée elle-même. Donc ce n'est pas parce que l'idée va être réutilisée par quelqu'un qu'elle va fonctionner. Et finalement, lorsque les financeurs choisissent d'accompagner un projet, c'est le porteur de projet qui va faire la différence. Donc n'hésitez pas à venir travailler avec nous sur vos fondamentaux, n'hésitez pas à venir vous tester, n'hésitez pas à pousser la porte de l'APEC pour confronter finalement votre projet et savoir quelles sont les étapes nécessaires à la réussite de celui-ci. Alors moi j'ai une petite question, parce qu'on nous la pose souvent dans nos bureaux, parce que vous l'avez forcément. J'ai bien compris que tout ça, ça prend énormément de temps. Est-ce que je suis en activité aujourd'hui? Il n'y a rien qui me pousse là, parce que je ne suis pas dans un process de licenciement. Voilà, il n'y a rien qui me pousse dehors de mon entreprise, mais finalement, il y a quand même la rupture conventionnelle. Elle peut être à mon initiative. J'ai un projet. Est-ce que c'est le moment de négocier ma rupture? Est-ce qu'il faut que je sorte de l'entreprise pour pouvoir travailler avec vous, pour pouvoir participer au groupe, tout ça? Il y a une question, Cécile. Encore une question. Oui, une question. Alors répondez à ma question qui quand même est... Non, priorité aux auditeurs. Hein.
C'est quoi la question? Alors, en poste actuellement, freelance en devenir dans le design et en architecture intérieure de Joël. Alors, Joël, quelle est la question de nouveau? Posez-moi des questions. Il y a combien d'ateliers par mois? Voilà la question de Joël. Combien d'ateliers par mois? Ça va dépendre des régions. Ça va dépendre des régions. Rien que sur la région parisienne, on est 15 producteurs de services devenir entrepreneurs. Sur le mois, on va avoir minimum 3 ateliers par mois, mais de différentes natures. Donc ça va être soit détailler votre projet, soit tester votre pitch, soit développer votre influence sur les réseaux. De toute façon, je crois que le point d'entrée, malgré tout, c'est le consultant. De toute façon. Donc, Joël, point d'entrée, même chose, site APEC.fr, mes services, devenir entrepreneur, et clique pour avoir un rappel, pour poser le contexte, et derrière, plutôt une identification d'un consultant, au moins un premier rendez-vous qui va poser le cadre, poser le contexte, et dire, c'est les ateliers tout de suite maintenant, ou il y a un premier travail à faire à deux, et donc qui nous permettra aussi, en fonction des plannings et des organisations, de vous faire avancer et de mettre les ateliers au moment le plus propice. Les ateliers viennent ponctuer la réflexion et c'est avec le consultant que vous allez décider d'aller à cet instant, à ce moment, sur telle ou telle thématique pour bénéficier de l'intelligence collective. Et donc Caroline parlait de la situation de Paris, région parisienne, qui est effectivement la plus dense pour nous en termes de centre. Bien sûr que si vous êtes en région, la question se posera différemment, mais toutes les régions disposent aujourd'hui de consultants formés et prêts à l'animation de ces ateliers. Donc où que vous soyez en France, cette programmation existe et ce service pourra être mis en place. Bienvenue Chilombe, qui elle-même est freelance. Oui, des freelances, il y en a beaucoup. De toute façon, ça correspond à nos 83%. Enfin, ils sont dedans en unipersonnel. Et je crois que les freelances, ils ont besoin beaucoup du pitch. Ils ont besoin beaucoup du développement du réseau, parce que être freelance c'est une chose, mais derrière on travaille pas seul, on doit travailler dans une communauté. Construire son offre, parce que souvent on a des indépendants qui viennent, des futurs indépendants qui viennent et qui nous disent je veux faire la même chose qu'avant, sauf que la même chose qu'avant c'est pas très vendeur, donc du coup il faut un peu structurer l'offre de service et surtout identifier un peu sa patte perso, son savoir-faire différent, son regard un peu différent qui va se différencier des autres et qui va faire que une future entreprise qui serait intéressée par cette personne pourrait plus la choisir qu'un autre. L'architecte intérieur, c'est un cas souvent que j'ai, c'est quel est votre regard, quel est votre style à vous. Ça, c'est capital de travailler sur cet élément avant même de vous poser la question, ça y est, je lâche le salariat ou je me lance en entrepreneuriat. Parce qu'une fois qu'on aura défini son style, sa patte, c'est d'identifier tous les fournisseurs ou toutes les personnes, ces fameux partenaires, qui pourront faire suite à votre style. Si vous avez un style, vous avez des types de couleurs, vous avez des types d'ameublement, et donc ces gens-là, ils seront d'autant plus intéressés que vous fournirez finalement une prestation complète. Donc il faut mieux travailler en amont vraiment sur cette notion d'offre de service, offre de service et cette singularité, tout à fait, plutôt que de se lancer directement, allez, je me lâche, parce que le sujet, ça va être de savoir se vendre, et surtout d'avoir des clients. On parle toujours du business. Le business, c'est juste acheter. C'est comment je vais vendre mon produit, comment les gens vont vouloir acheter mon produit. Et c'est d'abord et uniquement la question qu'on doit se poser en tant qu'indépendant. C'est pas la production, parce que la production, vous savez la faire. C'est comment je vais vendre ce que je sais faire. Donc il faut la mettre en forme, il faut communiquer et il faut savoir vendre. C'est pour ça qu'on parle aussi, et on s'est questionné beaucoup, Caroline. Attention. C'est la lumière qui tombe. C'est la lumière. Désolée, c'est le direct. Sur cette différence entre compétences métiers et compétences entrepreneuriales, ce n'est pas parce qu'on est un expert de son métier, je parlais tout à l'heure de deal par exemple, qu'on va nécessairement avoir la compétence pour entreprendre. Donc l'idée c'est de s'asseoir, de réfléchir aux compétences socles sur lesquelles on peut s'appuyer et de voir comment développer celles qui seront nécessaires au projet.
Alors, on a des auditeurs qui sont là, qui nous posent des questions, qui nous disent merci, et moi je marche sur les fils. C'est une catastrophe. Mais oui, c'est moi. On n'est pas encore en Bluetooth sur les lumières. Je suis désolée. Alors, Joël nous remercie. Nous aussi, on vous remercie d'être là et de nous suivre. Alors, Joël posait la question. Donc, sur le plan social, on avait commencé à parler. Je vous rappelle le contexte de Joël qui c'était pas futur designer je ne l'ai plus. J'ai plus la question de Joël. Alors alors Joël, puisque vous êtes là en direct, précisez votre question sur le plan social. Ce qui vous intéresse, c'est la question du statut la couverture sociale ou la couverture sociale. Alors quelques mots là-dessus. Alors, notre spécificité en tant qu'APEC, je ne sais plus si on l'a dit, mais c'est de sécuriser le parcours professionnel. Donc, notre cœur de métier, c'est d'accompagner le porteur de projet dans son projet professionnel qui est de devenir entrepreneur. La partie technique, la partie spécifique liée en soi directement à la création d'entreprise ne fait pas partie de notre périmètre. Alors bien évidemment, les consultants sont formés à l'entrepreneuriat, mais il y a des professionnels de l'accompagnement à la création d'entreprise qui sont là pour répondre à des questions très techniques liées à cette dimension sociale. Alors je précise la question de Joël qui nous suit toujours en direct. Faites-vous des accompagnements pour des démarches clientèle, recherche client ou autre? Tu réponds, Caro? Ouais, alors on n'y répond pas directement. Moi j'ai envie de dire, la démarche commerciale, on a plein d'images sur la démarche commerciale. C'est pour ça que souvent j'évoque ce personnage dans Caméra Café qui fait le commercial. On a l'impression que tous les commerciaux sont comme ça. Moi, pour avoir eu la chance de travailler avec des commerciaux et vivre avec un commercial, il n'y a pas que ça. Il y a surtout rentrer en relation avec des gens, rentrer en relation. On le fait tous dans notre métier. Surtout si vous avez été designer, aujourd'hui vous savez recevoir un brief, écouter un besoin client et le faire préciser un certain nombre de choses. Et ça, c'est déjà une dimension commerciale. On n'a pas l'impression, mais pourtant, c'est bien ça. Si vous savez écouter déjà un client, c'est déjà une bonne chose. Le deuxième élément, c'est que quand on est indépendant, ça ne suffit pas parce qu'il faut pouvoir créer cette rencontre. Et pour pouvoir créer cette rencontre, nous, on a conçu justement un atelier sur développer votre réseau d'influenceurs. On parle plutôt de réseaux sociaux aujourd'hui pour rencontrer des nouvelles personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées dans cet écosystème qu'on vise. Toujours, quel écosystème je vise, quelles sont les figures de proue dans cet écosystème et comment je vais pouvoir leur présenter mon offre de service. Et du coup, c'est plutôt dans cet aspect-là qu'on développe la relation commerciale. Et la relation réseau, il ne faut pas se leurrer, c'est quand même le socle de toute démarche commerciale. Si un commercial ne sait pas faire du réseau, il n'est pas très bon parce que c'est celui qui va vous dérouler le catalogue et voilà tout ce que je sais faire et après choisissez. Ça, c'est pas vraiment la démarche commerciale. La vraie démarche commerciale, c'est monsieur le client, vous avez un besoin, je vous écoute. Quel est votre contexte, comment vous travaillez, de quoi vous avez besoin dans le détail. Et ça, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui savent le faire. Je suis sûre que Joël sait le faire. Ce serait bien qu'il me fasse un petit confirmation. Ça, c'est vraiment le début, le b.a.-ba de la démarche commerciale. Après, je parlais des incubateurs. Il y a des structures qui peuvent vous permettre justement d'avoir des formations en tant que telles sur la démarche commerciale. Et puis après, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir carrément une formation en utilisant le CPF ou dans le cadre de... Formation, voire même des parrains. Parrain ou marraine. C'est vrai, il y a le mentor dans aussi. L'accompagnement à la structuration du projet et surtout à son développement pour vous permettre de vous tester, vous, en tant que chef de projet entrepreneurial et surtout sur cette dimension commerciale. La dimension commerciale, elle va être essentielle tout au long du cycle à la fois et du projet, de la construction du projet et après dans le cycle de vie de l'entreprise. Elle sera majeure dans la suite pour la pérennisation de l'entreprise. Dans les 3 ans qui suivent la création de l'entreprise, on sait que c'est ça qui va faire la différence. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. C'est ce qui va faire la différence entre celui qui arrive à vivre de son activité et celui qui peine et qui est obligé de garder un petit peu de salariat quelque part. On parlait tout à l'heure, justement, tu demandais, on n'a pas répondu à la question que tu m'as posée tout à l'heure, c'est est-ce que quand je suis salarié, oui, mais quand je suis salarié, est-ce que j'abandonne ou pas mon poste via une rupture conventionnelle?
La création d'une entreprise, c'est comme un projet. Hein. Je fais toujours ce parallèle. Un projet, on pose les limites du projet, ça dépasse tout le temps. Et ben, sur la création d'entreprise, on croit qu'en 3 mois, on va résoudre le problème. Sauf qu'il y a une enquête métier à faire, il faut découvrir l'écosystème. Les gens qu'on a interviewés, ben, ils n'ont pas le même rythme que vous. Donc du coup, c'est toujours plus long que ce qu'on imagine. Et puis peut-être que chemin faisant, il y a une formation à faire. Et du coup, ça va être encore plus long que ce qu'on imagine. Voir le produit ou service va encore modifier. La cible va changer, il va se passer plein de choses pendant ce parcours. Et ce qu'il faut savoir, hein, c'est que le temps moyen de création d'une entreprise, c'est 18 mois. Il y a une consultante qui s'est mise en indépendant, qui est une de mes relations. Elle m'a dit, entre le moment où j'ai eu l'idée d'être consultante et le moment où j'en ai vécu, il s'est écoulé 2 ans et demi. 2 ans et demi, alors que c'est quelqu'un qui est très intégré dans un réseau, dans le tissu dans lequel elle était. Donc c'est toujours plus long que ce qu'on imagine. Moralité, moi quand je reçois des gens qui sont en activité, je ne suis pas toi de ton côté, mais ça doit être pareil, je dissuade. Parce que déjà, détailler son idée, faire des enquêtes métiers, explorer l'écosystème, alors, ça va déjà prendre du temps. Tu dissuades l'anticipation de quitter la structure, tu ne dissuades pas sur le projet. Non, pas sur le projet. Jamais. Non, il y a tellement de bonnes idées qui arrivent que ça serait sacrilège pour moi. Si vous avez une vraie idée, un vrai projet, vous mènerez les deux de front. Oui. Quitte à un moment donné à peut-être chercher aussi du temps partiel. Enfin, à moduler. On peut toujours trouver du temps. C'est ce que je dis toujours, quand on a un projet qui nous motive, on trouve toujours l'énergie pour le faire. On trouve toujours les moyens aussi. On peut prendre ses jours de congé. Alors il y en a qui vont hurler. On peut avoir des congés partiels pour la création d'entreprise, ça existe. Et puis on peut aussi imaginer une récurrence de disponibilité dans l'agenda classique. Oui. Ou du temps partiel, poser du temps partiel, ça va dépendre de la situation d'origine, parce certaines entreprises acceptent ces congés-là, d'autres les acceptent pas. Donc certains prennent carrément des jours de congé, prennent sur leur RTT, le week-end ils se débrouillent. Hein. Ça va dépendre de la situation de chacun. Toujours est-il, c'est que ça sera de toute façon bénéfique pour le projet à l'arrivée, parce que souvent pour le projet, il faut peut-être faire des investissements, il faut peut-être prévoir des formations, et pour ça il faut avoir les moyens de le faire. Donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Déjà identifier de quoi j'ai besoin et à partir de là voir comment je peux mettre en œuvre mon projet à ce moment-là. Ok, merci Caroline, merci Christelle. Vous l'avez vu avec nous, avec les deux conceptrices des services, forcément on pourrait discuter pendant des heures. Elles en ont encore plein leur tiroir d'exemples et de conseils à vous apporter. Malheureusement le direct va se terminer. Le mot de la fin, mesdames ? Beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir à réaliser et concevoir ce service et beaucoup de plaisir à l'avoir animé et à prendre en compte les retours qui nous sont faits. Je crois qu'il faut y aller, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à venir confronter votre projet. On vous reçoit avec la patate, quoi. Moi, je dirais aussi beaucoup de plaisir. Souvent, je reçois des gens qui se dévoilent. C'est presque un coming out. Je voudrais devenir indépendant. Moi, ce que j'adore, c'est accueillir ces nouvelles idées, c'est de voir les yeux brillants des gens et de pouvoir vous apporter justement cette écoute bienveillante, sans jugement, sans vous foutre une pression supplémentaire. Parce que c'est souvent ça qu'on vit. J'ai des gens qui me disent « Oh là là, j'ai la pression autour, les parents qui sont inquiets, le conjoint qui panique. » Chez nous, vous n'aurez pas ça. Vous aurez au contraire d'abord cette écoute technique, méthodologique, et puis surtout la possibilité de rencontrer d'autres entrepreneurs qui vont vous permettre en plus de confronter des choses, vous conforter, et puis d'avoir cette même dynamique. Donc il n'y aura pas ce côté « Oh là là, il faut ralentir ». Au contraire, ça va être un vrai booster. Et là, vendredi, j'ai animé, détaillé votre idée avec 6 entrepreneurs et l'après-midi, la fin d'après-midi, ils étaient fatigués, ils avaient bossé pendant 7h30 comme des fous, ils avaient tous les yeux brillants, le sourire béat, ils étaient contents, ils savaient qu'ils allaient nourrir leur projet. Rien que pour ça, je dis venez nous voir, n'hésitez pas, ça sera de toute façon bénéfique. Et par rapport à ton sujet sur est-ce que confidentialité de l'idée ou pas, ce qu'on dit toujours, c'est que pour une même idée, il y a 10 personnes qui ont la même idée, mais il n'y en a qu'un seul qui la réalise. Donc oui, forcément, on risque de vous la piquer, mais il n'y a que vous qui pourrez la porter jusqu'au bout, parce que ça sera vous en tant que tel. Et c'est ce que nous, on vient chercher, c'est de faire émerger ce vous en devenir pour devenir entrepreneur.
Merci mesdames, je crois que vous nous avez bien montré ce qu'est le cœur à la fois de l'APEC et du service particulier de devenir entrepreneur. C'est vous, en tant qu'individu, en tant que porteur de projet, qui êtes au centre de nos attentions et vous pouvez vraiment venir auprès des consultants prestataires pour triturer ces idées-là et peut-être pour les mener à bout, mais peut-être pour faire rebondir. Je pense que le mot itération n'a pas été prononcé, le mot pivoter le projet, tout ça qui sont des mots de très start-up. On n'a pas besoin de créer une start-up pour faire pivoter des idées, pour itérer son chemin. Donc vous êtes porteur d'idées, vous êtes porteur de projets, prenez contact avec nous, venez travailler ça avec nous et changer peut-être votre parcours de vie professionnelle. Voilà, je vous dis merci de votre attention, à très bientôt pour de nouveaux sujets, de nouvelles aventures, de nouveaux grands témoins APEC autour des thématiques que sont la gestion de carrière. Et une carrière c'est long, donc les projets ils sont nombreux dans nos carrières. À très bientôt, merci, Au revoir. Au revoir. Au revoir.